Hello à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo React documentaire dans laquelle on va répondre à la question: est-ce que la France doit changer de système politique? Alors voilà, j'ai attendu quelques jours avant de faire cette vidéo parce que j'ai pas envie qu'on rentre dans un débat d'idées politiques. Pas du tout, chacun ses idées politiques, on n'est pas là pour les commenter. Par contre, on partage tous le même système politique. Et celui-là, on peut le critiquer, on peut le commenter de manière objective, de manière à ce qu'on s'entende tous sur un pied d'égalité. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement? Pourquoi est-ce que la France devrait changer de système politique? Bah, actuellement, voilà, je pense que tout le monde est un peu au courant de ce qui se passe. On traverse une grosse crise politique. Et c'est vraiment une grosse crise politique. Quand on est en France, on s'en rend peut-être pas forcément bien compte. Mais à l'étranger, ils pensent qu'en France, c'est vraiment, ça sent le fond, ça sent ça sent pas bon du tout. Ce qui se passe, c'est que on a d'un côté, alors de mon point de vue, j'ai identifié plusieurs causes. Déjà d'un côté, je trouve qu'on n'est pas très bien représenté par nos députés à l'Assemblée nationale. Moi en tout cas, j'ai plus l'impression quand je vois des images à l'Assemblée nationale de voir des influenceurs en train d'essayer de faire le buzz plutôt que de retrouver les personnes que j'ai élues, mon électorat. Bon, à travers les régions, chacun son électorat évidemment. Donc il y a ce premier point-là qui fait qu'on n'est pas assez, enfin qu'on se sent pas bien représenté. De l'autre côté, il y a le gouvernement qui fait abstraction de ça, de cette désorganisation en utilisant le 49.3 pour faire passer des lois en force. Bon, c'est pas très démocratique cette histoire du 49.3. Et de l'autre côté, en réponse, les députés font des motions de censure au gouvernement, donc pour censurer complètement le gouvernement, ce qui est sain, plutôt sain, parce que si on met en place des fous, faut pouvoir les sortir un peu quand on veut, le plus vite possible en tout cas. Sauf que on se retrouve dans une situation à l'Assemblée nationale où on a trois gros groupes politiques qui sont pas copains. Donc en fait, on se retrouve dans une situation où peu importe qui tu mets au gouvernement, il va se faire sauter. Donc en fait, c'est même plus une question de bonnes idées ou de mauvaises idées, c'est peu importe ce que tu veux faire, tu vas pas pouvoir le faire. En fait, on est dans un espèce d'angle mort du système politique français qui fait que il peut rien se passer, il peut rien se passer. Donc les alliances ça marche pas. Avant, on était dans un système bipartite, donc avec UMP à droite et le PS à gauche, et ça fonctionnait pas trop mal, en gros. Soit l'un avait dominé l'autre, soit l'autre dominait l'un. Sauf que là, on est dans un système où il y a plein de groupes politiques représentés, donc LFI, enfin NFP, Nouveau Front Populaire, le Rassemblement National et le groupe politique, donc Ensemble pour la République si je ne m'abuse. Et à côté, tu as tous les autres. Tu as les Républicains, tu as l'Europe Écologie des Verts, tu as les socialistes, etc. Et en fait, il n'y a pas du tout d'union. Donc peu importe ce que tu veux faire, ça ne fonctionnera pas, ça passera pas. Bref. Est-ce qu'on va devoir changer de système politique? Eh ben, je vous propose qu'on regarde le documentaire de Arte, Arte 28 minutes, qui fait intervenir des experts sur le sujet. Enfin, des experts, on verra si c'est vraiment des experts, mais qui sont à chaque fois très pertinents dans leur prise de parole. Et on va répondre à la question tout de suite. C'est parti les amis, let's go! Derrière la crise politique qui secoue ce soir l'Assemblée nationale, c'est bien Emmanuel Macron qui est visé. Et si c'était lui qui devait partir? Un scénario écarté hier par le chef de l'État. Ouais, c'est ça. C'est de la politique fiction. Ça n'a pas de sens. C'est franchement pas à la hauteur de dire ces choses-là. Donc voilà, c'est ça. Il y avait une autre solution qui était de faire sauter le président. Donc le président démissionne. Mais alors, qu'on soit d'accord ou pas avec le président, peu importe. Moi, je pense que ça résoudra pas le problème du système politique actuel. Ça changera rien. Tu peux mettre un autre mec. On va se retrouver dans la même galère à se faire motion de censure 49.3 des deux côtés à chaque fois. Pour moi, ça ne résolverait pas le problème. Et pourtant, la démission d'Emmanuel Macron, certains en rêvent, à commencer par les Insoumis. Faute d'avoir pu destituer le chef de l'État, LFI appelle à sa démission et à la tenue d'une présidentielle Mathilde anticipée. Panot. Il ne restera plus qu'au président de la République de partir et au peuple français de pouvoir trancher par leur vote des nouvelles orientations qu'ils veulent pour ce pays. Mais Déjà sur la... encore une fois, les amis, hein, je dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, mais changer de président, ça résoudra pas le problème. Ça ne changera rien du tout, je pense. La ligne de départ pour une éventuelle présidentielle anticipée, Après, je dis ça, mais j'ai pas de solution non plus. Marine Le Pen acquiesce à mots couverts. Le président de la République a trois possibilités. Le remaniement, la dissolution, cette arme il l'a déjà utilisée et il ne peut pas l'utiliser avant juin prochain, et sa propre démission. Ceci relève
de la décision et de la responsabilité du président de la République. L'idée fait également son chemin à droite. La gouvernance que nous vivons aujourd'hui est totalement dysfonctionnelle. Nous ne pouvons pas tenir comme ça jusqu'en 2027. C'est impossible. Ça ressemble de plus en plus à une crise de régime. C'est pour ça que le président de la République ne pourra pas s'en laver les mains. Exactement, en fait, c'est ça le vrai problème. Je pense que tous les politiques qui veulent que Macron démissionne, etc., je pense que c'est juste parce qu'ils veulent être au pouvoir. Mais le vrai problème, c'est un problème de régime politique, de système politique, plus que de personnes, d'idées plutôt, c'est ça. Le Parti socialiste, lui, n'adhère pas aux appels à la démission. Il propose de sceller un pacte de non-agression entre groupes parlementaires pour aller de l'avant. Nous revendiquons l'exercice du pouvoir. Ouais. Nous savons aussi, comme nous l'avons dit dès le 12 juillet en écrivant à nos homologues, que nous n'avons pas de majorité claire et qu'il nous faudra faire des compromis projet par projet. C'est ça que j'appelle un accord de non-censure. Voilà, en fait, c'est ça, le fait qu'il y ait énormément de partis politiques représentés à l'Assemblée nationale fait que il y a forcément des alliances, des compromis qui doivent être trouvés, sauf que quand tout le monde est borné, du coup on est bloqué. En réalité, Emmanuel Macron devrait-il démissionner? Une présidentielle anticipée permettrait-elle de sortir de la crise ou provoquerait-elle plus d'instabilité? Qu'en pensent nos trois spécialistes? Arnaud Lepilouer, bonsoir. Vous êtes constitutionnaliste, vous êtes professeur de droit public à l'Université Paris-Nanterre. Et selon vous, une présidentielle anticipée, puisque c'est l'objet de notre débat, aurait le mérite, mais aussi l'inconvénient de recentrer le débat, une nouvelle fois, sur la personne du président de la République, davantage de présidentialisation, alors qu'il faudrait plus de parlementarisme. À côté de vous, Rémi Lefebvre, bonsoir. Alors, j'ai un truc qui est venu dans l'esprit, c'est que le fait de changer de président, je suis pas sûr que ça change quelque chose, mais le mec ou la personne qui serait élue à la place d'Emmanuel Macron, pourrait lui avoir comme projet politique de changer de système politique. Donc, je crois que c'était revenu notamment par Jean-Luc Mélenchon, de changer de république, de sortir de la 5e République, de faire une 6e République, je crois. Je me souviens plus exactement c'était quoi son projet, mais en tout cas, changer de président en tant que tel, ça ne changera pas les choses. Mais si le président, lui, fait changer le système politique, alors là, ça peut peut-être changer quelque chose. Je ne sais pas, hein, mais je me souviens que certains candidats avaient déjà en tête cette idée de changer complètement de République. Bonsoir, professeur de sciences politiques à l'Université de Lille 2. Votre dernier ouvrage, Des élus déclassés, a été coordonné avec Didier Demazière et paru aux presses universitaires de France, c'est bien ça. Selon vous, la présidentielle anticipée, c'est l'objectif du RN et de la France insoumise, mais ça ne suffira pas à faire céder Emmanuel Macron. Et à côté de vous, Juliette Méadel, bonsoir madame. Bonsoir. Ancienne secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes, vous avez été porte-parole du PS de 2014 à 2016 et vous êtes aujourd'hui conseillère municipale à Montrouge, n'est-ce pas, dans les Hauts-de-Seine. Donc elle est complètement biaisée. Voilà, c'est ce qu'il faut. Chacun sont biaisés. Les deux premiers, c'est des académiques, donc ils sont peut-être un peu moins biaisés, mais elle, porte-parole du PS pendant 5 ans, bon... Allez, allô. Selon vous, une présidentielle anticipée... On va prendre ses paroles et ses arguments avec un peu d'eau dans le vin. Tout comme la motion de censure, la France a besoin de stabilité. Il est possible, selon vous aussi, de créer une coalition centrale en détachant des députés PS ou écologistes de la France insoumise. Cela réclame, cela nécessite des compromis. Et on démarre avec le sondage du jour. Oui, selon un sondage Elab, une majorité de Français, 63% précisément, sont favorables à une démission d'Emmanuel Macron en cas de censure du gouvernement. 63%, ce n'est pas rien. Rémi Lefebvre, est-ce que le président peut y être sourd jusqu'à la fin de son mandat qui, on le sait, court jusqu'à 2027 ? Écoutez, il a la légitimité du suffrage universel, hein, il a été élu 2 fois, donc normalement il a la possibilité d'aller au bout de son mandat. Il n'est pas responsable du point de vue juridique de ce qui s'est passé, de la dissolution notamment qu'il a prononcée. Mais il y a un vrai problème de légitimité. Il faut se souvenir que, par exemple, De Gaulle a démissionné. C'est le seul cas de démission, à ma connaissance, sous la Ve République. Il a démissionné en 1969, en avril 1969, suite à un référendum qu'il avait lancé. Et d'ailleurs, il avait annoncé très clairement qu'il démissionnerait si ce référendum ne passait pas. Et donc, le soir même, il a démissionné. Alors, ouais, c'était quand même une autre époque. Hein. Et c'était pas les mêmes problématiques le référendum, c'était pas à cause d'une crise politique due à plein de partis différents qui ne rentraient pas en coalition. Donc,
j'ai du mal à prendre son argument là. Emmanuel Macron n'a pas engagé sa légitimité dans les décisions qu'il a prises, mais concrètement, j'entendais François Hollande qui disait un président normal aurait dû démissionner. C'est-à-dire que effectivement, c'est ça le problème. On a été désavoué. C'est ça le problème, c'est que les mecs, ils ont tellement d'ego que c'est compliqué d'y voir clair et de savoir vraiment quelles sont leurs intentions. Est-ce que derrière ils veulent juste faire du tort parce que c'est l'autre qui t'a pris ta place ou parce que tu veux sa place, ou est-ce que vraiment ils pensent que c'est la meilleure solution? Voilà, c'est compliqué. De cette manière-là, quand on n'a pas obtenu une majorité parlementaire, on a une légitimité fragilisée, mais légalement, évidemment, il a la possibilité d'aller au bout de son mandat. Et le pourra-t-il? Est-ce que c'est souhaitable? On va en discuter. Est-ce que ça peut débloquer la situation? Moi, je trouve que c'est une question, si vous voulez, qui a été réglée par le président lui-même, puisqu'il a dit hier qu'il ne démissionnerait pas. Donc, on peut continuer à s'interroger sur le sexe des anges, c'est tout à fait possible. Mais il y a quand même une constitution qui existe. Et cette constitution peut changer d'avis. Exactement. Et donc, président de la République dans quelques mois. S'interroger sur le sexe des anges. Expression, les amis, de 1812. Je l'adore. D'avis, très bien, il est le seul en son âme et conscience à pouvoir prendre la décision. Changer d'avis sous la pression de son entourage. On a vu des présidents qui disaient je ne changerai jamais d'avis, changer d'avis. Si il change d'avis, Joe Biden, d'autres. Non mais la question c'est la légitimité de la décision. Pas les meilleurs exemples. La Constitution est faite pour ça. On est dans un environnement où la démocratie est mise en cause partout dans le monde. La seule chose qui nous tient, c'est qu'on a un texte constitutionnel et qu'il y a un mandat qui est censé durer jusqu'à 2027. Donc, on peut discuter de l'opportunité de son maintien, mais la réalité, c'est qu'en fait, il est le seul à décider. Donc, en fait, il faut qu'on parle de la suite, c'est-à-dire de comment on va sortir. Exactement. Mais pour rester sur cette ça, mais voilà, ça, c'est quelque ça j'aime bien comme argumentaire et ça va vraiment au bout du débat. C'est quoi la suite? Il démissionnera pas et je pense pas qu'une démission, ça change quelque chose. Je pense pas. En tout cas, au-delà des idées, les mecs. Juste, je pense pas que ça change quelque chose. Même si on met quelqu'un d'autre à sa place, ça changera rien. Mais bon, il faut aller dans cette direction. J'espère que le débat va continuer dans cette direction. Actuelle démission, Arnaud Lepiguers. Qui dit présidentielle anticipée dit démission ou destitution. Ça existe dans la Constitution? Oui, effectivement, ça existe. En l'état actuel des forces politiques, ça me paraît un peu difficile de l'envisager. Il y a eu une procédure qui a été engagée, mais qui a été enterrée et qui a été beaucoup critiquée. À vrai dire, moi, je n'avais pas la même appréciation sur cette procédure. Je trouve que, eu égard à la situation, ça n'était pas une mauvaise chose que de rappeler au président qui invoque très fréquemment le texte constitutionnel comme... l'alpha et l'oméga de tout. Voilà, de lui rappeler que dans le texte constitutionnel, il y a aussi des moyens de le rappeler à ses obligations. Et que même si je n'étais pas forcément pour qu'il soit destitué suite à cette procédure, je trouve que le fait qu'elle ait été utilisée avait le mérite de rappeler que le président, même en France, ne peut pas tout faire. Ça c'est vrai, il a raison. Il faut aussi remettre les pendules à l'heure en disant, écoute, chacun ses devoirs, mais chacun ses responsabilités aussi, c'est vrai. Donc je trouvais que c'était quand même plutôt une bonne chose. Elle avait été engagée par les Insoumis, il faut le préciser. Absolument. Moi, il me semble que le problème, effectivement, d'une démission, c'est qu'elle ne résoudrait pas grand-chose. Puisque, a priori, en vertu de l'article 12, il ne pourra pas y avoir d'élections législatives jusqu'au mois de juillet, puisque c'est suite aux élections, pas à la décision de dissoudre. Et ensuite, il me semble que l'élection présidentielle en France, c'est un peu une drogue dure. Tout le monde trouve ça formidable, les citoyens, les médias. C'est fun, on s'amuse beaucoup pendant les présidentielles. Nos voisins nous regardent beaucoup. Ça intéresse de moins en moins quand même les Français, globalement. Oui, ça intéresse de moins en moins. Il y a de moins en moins de campagnes quand même. Il y a de moins en moins de campagnes. Il y a eu un fort taux de participation à la dernière élection présidentielle quand même. Ça reste quand même l'élection maîtresse. C'est ça, mais je trouve que c'est une drogue dure qui a des effets pervers très importants sur le fonctionnement des institutions. Et moi, je serais assez pour qu'on continue un peu le sevrage là pendant quelques mois. Enfin, on va quand même, avant que vous réagissiez, on va quand même évoquer, et vous réagirez après avec Anna, le mode d'emploi d'une présidentielle. Mais il a raison dans le fin, je veux dire, j'aime bien la comparaison qu'il a fait, même si c'est vraiment une comparaison. Il avait préparé son truc, la présidentielle c'est une drogue dure. Voilà. Mais en fait, ce qu'il dit, c'est que ce que je comprends en tout cas de ce qu'il veut dire, c'est une drogue dure dans le sens où on en veut absolument, mais c'est pas forcément bon pour la santé. Et moi je pense en tout cas que changer de mec à la tête de notre pays là, ça va pas changer grand chose. Peut-être qu'un nouveau système politique serait plus adéquat, serait une solution plus
plus adéquate, ouais. Parce qu'il faut quand même comprendre de quoi on parle. Oui, mais pour qu'il y ait une nouvelle élection, il faut déjà que le poste soit vacant. On l'a dit, soit à la suite d'un décès, d'une destitution ou d'une démission, ou bien que le Conseil constitutionnel constate un empêchement définitif, comme par exemple une maladie. Ensuite, le scrutin doit avoir lieu entre 20 jours minimum et 35 jours maximum après cette vacance. Et dans ce laps de temps, c'est le président du Sénat qui assure l'intérim, Gérard Larcher en l'occurrence. Et les candidats, eux, doivent bien sûr rassembler les 500 parrainages pendant cette période et donc faire une campagne express dans le même temps. Et il y a un parti qui semble déjà prêt, c'est LFI. Jean-Luc Mélenchon a même une date en tête. Selon lui, Emmanuel Macron pourrait démissionner d'ici fin février. Emmanuel Bompard, lui, chef de file LFI, a envoyé vendredi dernier un courrier au ministre de l'Intérieur, à Bruno Retailleau, dans lequel il lui fait des demandes très très concrètes. Par exemple, est-ce qu'il a prévenu les partis politiques de ces délais? Est-ce que les formulaires pour les 500 signatures ont-ils bien été imprimés? Ou comment réaliser des clips de campagne dans un délai si court? Mais il reste quand même une inconnue à ce stade. Un président qui est nouvellement élu pourrait-il déclencher des législatives anticipées? Vous l'avez dit, théoriquement, l'article 12 de la Constitution prévoit qu'il ne peut pas y avoir de nouvelles dissolutions l'année qui suit les élections législatives. Donc, Emmanuel Macron, lui, ne peut pas dissoudre l'Assemblée avant juillet 2025. Mais est-ce qu'il existe, Rémi Lefebvre, un vide juridique qui permettrait à un autre président de dissoudre l'Assemblée nationale après son élection? Et avant que vous répondiez, juste, Michel Barnier a donc été destitué, 330 voix en faveur de la motion de censure. Votre question, je pense que c'est mon voisin qui va plutôt y répondre. On en discutait justement avant d'en parler. Juste rebondir sur ce que vous avez dit quand même sur les 35 jours de campagne. Ça, il faut avoir cette idée en tête. Si jamais il y avait une présidentielle anticipée, ça veut dire qu'on aurait une campagne réduite à portions congrues. Et ça, c'est quand même un élément qui ne plaide pas dans la capacité d'une présidentielle à débloquer une situation. On a déjà eu, souvenez-vous, une présidentielle atrophiée en 2022 par la guerre en Ukraine qui avait carrément stérilisé la campagne. Il y avait eu quasiment 3 semaines d'arrêt total de la campagne. Donc là, concrètement, notre démocratie a besoin de délibération, a besoin de débat. Une campagne express, alors on voit bien qu'elle ferait le jeu de Jean-Luc Mélenchon, très clairement, parce qu'il y a un coup tactique derrière Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, c'est le candidat le plus sur les starting blocks. Il sait très bien que ses concurrents de gauche ne pourront pas s'organiser. Donc lui, il a un double intérêt à la fois au chaos, au blocage, mais aussi à la possibilité de surgir dans l'élection présidentielle. Donc ça, concrètement, c'est un élément important. C'est que si aujourd'hui... On s'est mis d'accord avec le Rassemblement national. Ce qui est quand même hallucinant dans cette affaire, c'est qu'on a manifestement un accord au moins tacite entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen sur cette volonté de faire démissionner le président de la République. Et là, ça donne vraiment, pour nos concitoyens, ça donne vraiment la sensation d'un écœurement. Pourquoi ? Parce que ça fait magouille et on ne voit pas de quelle façon sortir par le haut. Excusez-moi, il y a aussi beaucoup de Français qui sont plus ou moins pour la démission d'Emmanuel Macron. Mais il y a une vraie question aujourd'hui qui est la question de la pratique du pouvoir. Ce qui est certain, c'est qu'on ne peut plus fonctionner avec une pratique jupitérienne du tout ou rien. Là, on a quand même la sensation que depuis les dernières élections législatives, il n'y a pas de capacité à créer des compromis et qu'on a un président de la République et une opposition qui ne peuvent pas se parler, qui ne peuvent pas s'entendre, et donc un blocage dont il faut sortir. Aussi, concrètement. Mais à cause de tout le monde. La réalité, c'est que tout le monde a décidé de rester assis sans bouger. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon a dit mon programme, tout le programme. Le président de la République a dit mon bilan, tout le bilan. Et donc, il ne se passe rien et tout le monde est figé. Mais c'est ça, et je trouve que c'est très pertinent ce qu'elle a dit, notamment le fait que l'extrême gauche et l'extrême droite se sont rassemblés tacitement, un peu sans trop nous le dire, pour faire sauter le président de la République. Mais je dis pas que l'extrême droite ou l'extrême gauche c'est bien, ou que le président de la République c'est bien, pas du tout. Je dis juste que non, nous on veut juste une ligne directrice claire. Soit vous nous dites bleu, soit vous nous dites rouge. Mais à un moment donné, et ils font ça juste pour eux-mêmes se mettre à la place du président. Donc c'est de l'ego. Ils ont pas de... Comment dire c'est pas dans un objectif de démocratique pur. C'est ça qui est gênant actuellement, elle a tout à fait raison. Chacun reste assis. Non, moi je veux pas parler, je veux pas faire de compromis. Du coup, changeons de système politique en fait. Si tout le monde est borné comme ça marchera pas.
Arnaud Le Pillouer, je reviens un petit peu en arrière justement sur cet aspect vide juridique. Est-ce que donc c'est possible qu'un nouveau président puisse dissoudre l'Assemblée après son élection? Si la formulation avait été le président de la République ne peut plus dissoudre, dans l'année on aurait pu discuter, mais là c'est formulé à la voix passive. Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution. Donc il me semble que c'est quand même un peu compliqué. Évidemment, il faut le savoir, hein, les textes constitutionnels, c'est toujours un peu vague, un peu ambigu. C'est pour ça qu'il y a des juristes pour les interpréter. Lacunaire, parfois contradictoire. Certains constitutionnalistes qui disent que ça pourrait être possible, mais on ne sait pas. Il faut quand même savoir que mes collègues qui viennent s'exprimer comme ça sur les ondes, en général, ont des préférences et ils cherchent, comme un bon avocat, à défendre leur vision de la Constitution. C'est ça. Donc, moi, j'en ai une aussi, mais simplement, j'essaye de l'assumer. Donc, moi, il me semble, pour revenir au débat sur la présidentielle, c'est que, quand même, j'ai critiqué cette éventualité d'une démission qui conduirait à une... Mais il me semble qu'il y a quand même quelque chose qui serait positif, c'est que, il me semble, là, c'est un des problèmes que soulève la Ve République, c'est que finalement, on a un président de la République qui a énormément de pouvoir, mais qui ne rend pas de compte. Donc là, il me semble que c'est quand même lui le fauteur de troubles, en quelque sorte. Parce que moi, je ne lui reproche pas du tout la dissolution. Je suis pas d'accord. Hein. C'était un coup tactique, il aurait pu le remporter, à mon avis. Je comprends très bien la stratégie qu'il a adoptée, mais quand on fait un pari, normalement, et qu'on le perd, on perd une mise. Oui. Là, je me demande ce qu'il a perdu. Il a nommé comme gouvernement un gouvernement assis sur une majorité très semblable à celle qui précédait, qui le soutenait. Parce qu'en fait, les LR, ils étaient déjà... Avec surtout, en plus, je suis d'accord avec vous, mais en plus en donnant probablement à son Premier ministre des instructions... Michel Barnier, donc, ex-Premier ministre. Des instructions de ne pas bouger. Et donc l'enjeu, c'est pourquoi ne lui a-t-il pas confié un mandat de faire l'union nationale, comme du reste Michel Barnier l'avait annoncé au tout début. Ouais, quand même... C'est vrai qu'ils mettent le point sur quelque chose d'intéressant, c'est est-ce que du coup c'est pas une problématique qui vient du président d'avoir nommé un Premier ministre et qui eux aussi ne veulent pas discuter avec les autres? C'est vrai que j'ai beaucoup mis la faute quand même sur les députés qui veulent pas parler entre eux, mais est-ce que c'est pas aussi une problématique qui vient de la présidentielle qui veut pas discuter non plus avec les députés? Bonne question. J'avais pas vu les choses comme ça. Là, on se projette dans la question de... En fait, j'avais pas vu les choses comme ça parce que la motion de censure, elle vient des députés. Et donc, je suis parti du principe que peu importe le président, peu importe quel gouvernement il met en place, les députés vont le faire sortir. Mais peut-être pas, finalement. Alright, ça bug. L'élection présidentielle avant juillet, c'est-à-dire un an. Mais concrètement, si au mois de juillet, il y a une nouvelle élection législative suite à une dissolution et que cette dissolution ne donne pas de clarification, c'est-à-dire qu'on est encore dans 3 blocs, est-ce que là, la question effectivement de la démission d'Emmanuel Macron ne va pas se poser en d'autres termes? C'est très long, hein, il nous reste encore 2 ans de mandat. Avant la fin du mandat, on est dans une situation de blocage extrêmement structurel. Mais ça, donc, concrètement, cette question-là, on va se la reposer dans plusieurs échéances. En attendant qu'on se la repose, vous évoquiez tout à l'heure la démission du général de Gaulle en 69. Et bien justement, c'est notre archive sous la Ve République, c'est le précédent. Regardez le cas donc du général de Gaulle en avril. On va le voir lors de son allocution à l'ORTF à la veille d'un référendum dont pour lui l'enjeu symbolique était son maintien ou non à la tête de l'État. Si je suis désavoué par une majorité d'entre vous, solennellement sur ce sujet capital, et quel que puisse être le nombre, l'ardeur de l'armée de ceux qui me soutiennent et qui de toute façon détiennent l'avenir de la patrie. Ma tâche actuelle de chef de l'État deviendra évidemment impossible et je cesserai aussitôt d'exercer mes fonctions. Alors Juliette Méadel, comparaison n'est pas raison. Certes, les circonstances sont différentes, mais tout de même, à l'époque, il y a eu des démissions.
Et la République n'a pas vacillé. Franchement, c'est agréable d'écouter des documentaires avec des premiers de la classe comme ça. Ils nous sortent des expressions quand même. Ça régale. Moi, ça me régale. On peut imaginer dans ce cas-là qu'il y ait une démission du président de la République, éventuellement, et que derrière, il y ait un système d'élection habituel et qu'il y ait une stabilité. Certains disent que c'est parce que le PS, par exemple, n'est pas prêt à avoir un candidat qu'il n'en souhaite pas d'élection. Il ne faut pas répondre par de la tactique, il faut répondre à la fois par du droit et par la vérité. Le général de Gaulle pose la question aux Français dans un référendum et dit tout de suite, si vous me désavouez, je pars. C'est pas du tout ce qu'il est en train de se passer aujourd'hui. On a encore une fois une constitution avec un jeu institutionnel. Lui qui est responsable, c'est le Premier ministre. C'est ce que dit la Constitution. Donc c'est au Premier ministre de rendre des comptes sur le fait qu'il n'a pas, dans ses choix politiques, qu'il n'a pas tenu compte des aspirations du peuple. Vous avez dit que la dissolution aurait pu avoir cet effet-là, c'est-à-dire l'effet d'un référendum. C'est pour ça que moi je crois que pour que le mandat du président de la République se termine, le référendum, c'est nous qui votons en tant que citoyens, concitoyens, pas les députés. C'est nous en tant que personnes qui votons. Pratiquement possible. Il faut qu'il change sa pratique du pouvoir. Mais demander sa démission, ça serait à mon avis contraire à l'intérêt du pays. À ce stade, en tout cas, tant qu'il ne veut pas. Il ne s'agit pas aujourd'hui de réclamer un départ par la force. Une question sur les conséquences économiques. Je rappelle que Michel Barnier a donc été démis suite au vote de la motion de censure, 330 voix pour, tout à l'heure, 331 voix à l'Assemblée. Conséquences économiques, certains les évoquent, c'est plausible, c'est pertinent. Il y a eu un débat très intéressant quand même hier, puisque Emmanuel Macron a annoncé qu'il ne fallait pas dramatiser, qu'il ne fallait pas faire de catastrophisme, et le soir même, Michel Barnier agitait beaucoup plus le spectre du chaos économique. Donc, de la bourse c'est compliqué. Évidemment que la stabilité des institutions ou l'instabilité des institutions a des effets sur le spread. On parle beaucoup des taux d'intérêt, du différentiel de taux d'intérêt allemand, de la dette et de la France. Évidemment, après concrètement... Donc là, il parle... En fait, c'est une conséquence de la crise politique qu'on vit actuellement. C'est-à-dire que la France, elle emprunte de l'argent aux banques centrales. Donc il y en a deux. Nous, en Europe, c'est la Banque Centrale Européenne qui gère l'euro. D'accord ? La France, elle emprunte de l'argent à la BCE, Banque Centrale Européenne, pour financer son pays. Voilà. Sauf que les taux d'intérêt que la BCE lui demande sont de plus en plus hauts. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le risque de la France, le risque pour la Banque Centrale de ne pas voir son argent rendu par la France, donc la France qui rembourse son prêt, est de plus en plus grand. Ça, c'est un indicateur de risque et ça fait fuir les investisseurs particuliers, donc les millionnaires chinois, américains, ce que tu veux, à venir investir en France. Et ça, c'est très mauvais pour l'économie française. Vraiment, ça casse un peu l'économie. Enfin, ça envoie un mauvais message au reste du monde qui ne profite pas du tout à l'économie française. Voilà, c'est des termes très techniques pour dire que, en gros, les mecs qui gèrent l'euro, la monnaie, la devise euro, qui est partagée par tous les pays de l'Union européenne, beaucoup de pays de l'Union européenne, les mecs ils disent, écoutez, en France là, ça sent de plus en plus le roussi, nous on veut de moins en moins vous prêter. Ou en tout cas, si on vous prête, vous nous rendez plus, parce qu'on prend plus de risques à vous prêter. Bon. En vrai, la France elle va pas s'écrouler. Les gars, même si on change de république, la France elle va pas s'écrouler. Ça me paraît trop gros. La France ne s'écoulera pas. Donc, c'est un risque à prendre en compte. Enfin, c'est un élément à prendre en compte qui va venir, qui est délétère pour l'économie française. Mais, voilà, calmez aussi les choses. C'est pas non plus le pire du monde. C'est mauvais, mais c'est pas non plus dramatique. Là où l'Allemagne, auquel il compare, elle a un taux d'emprunt qui est hyper faible. Ça veut dire que c'est un État qui est sûr, qui est solide. Donc, les investisseurs étrangers vont pouvoir investir en Allemagne avec plus de sécurité. Voilà. C'est un peu facile d'agiter cette peur, parce qu'on voit très très bien que c'est un instrument pour discipliner et pour pousser à accepter un certain nombre de choses. Enfin, on voit qu'on emprunte quand même à des taux beaucoup plus importants qu'il y a quelques mois. Donc il y a un effet quand même de l'instabilité politique. C'est clair que l'instabilité, elle est plutôt génératrice d'angoisse pour les acteurs économiques. On est au niveau de la Grèce. C'est pas très bon. Après, on peut estimer aussi Comment on met un tacle à la Grèce. En gros, le taux d'emprunt de la France, il est similaire à celui de la Grèce. Sauf que la Grèce, elle a vécu... Là, pour le coup, l'État s'est effondré en 2008 suite à la crise des subprimes.
Donc il y a une crise économique de l'immobilier américain qui a fait éclater le gouvernement grec. Et donc aujourd'hui, le gouvernement grec demande de l'argent à la BCE pour restructurer son pays, refinancer de nouvelles infrastructures, les hôpitaux, les écoles, les machins, ce que tu veux. Donc à un taux assez élevé, parce que la Grèce actuellement, ça fait peur aux investisseurs. C'est un État qui sort d'une grosse crise économique. Le pays s'est effondré, entre guillemets. Et actuellement, la France, c'est à peu près le même taux d'emprunt que la Grèce. Bon, en vrai, la France, elle a un pouvoir mondial beaucoup plus puissant que la Grèce. Et que ça l'était le cas avant. Je veux dire, c'est comme ça. Le pouvoir culturel français, il est puissant à travers le monde, là où celui de la Grèce l'était aussi, mais moins. Donc, bon, c'est pareil. C'est des arguments politiques qu'il faut aussi prendre à demi-mesure. Selon moi, hein, je peux peut-être me tromper. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais je pense pas que ce soit non plus le plus dramatique du monde. On peut discuter aussi des choix mais par contre, c'est très mauvais, je suis d'accord. Économiques qui ont été faits dans le budget, de leurs effets sur l'économie. Là, il y a une bataille d'opinion sur la question de qui est responsable. Très clairement, depuis 3 jours, c'est ça la bataille. C'est-à-dire de faire porter le chapeau de la responsabilité ou effectivement l'opposition. Et donc, c'est cette bataille-là. Et derrière cette bataille-là, il y a la question évidemment de l'économie et des finances. La France Insoumise vient d'à nouveau demander la démission du président de la République, Juliette Méadel. Moi, je considère que c'est un débat, à mon avis, qui nous amène dans le mur. La France Insoumise ferait mieux de s'intéresser, de savoir comment on sort de la situation actuelle. Et sortir de la situation actuelle, c'est essayer de proposer une alternative. L'alternative, là, c'est comment on fait demain, en effet, pour payer notamment nos dettes et pour éviter d'avoir à dépenser encore 70 milliards d'euros de taux d'intérêt pour payer cette dette. Vous parlez d'alternative. Écoutez la proposition faite par votre camp, la gauche, Jérôme Guesch, député PS de l'Essonne. Il faut un Premier ministre issu de la gauche qui, texte par texte, est capable de construire des majorités dans un accord global. On a appelé un accord de non-censure, c'est-à-dire les autres groupes disent « Ok, on ne va pas censurer le gouvernement ». En contrepartie, le gouvernement s'engage à ne pas faire ce que fait Michel Barnier aujourd'hui, à savoir utiliser le 49.3 pour museler le Parlement. Dans la méthode, ça veut dire que chacun renonce à sa position de départ. Arnaud Le Pillouer, je précise que Gabriel Attal, ancien Premier ministre, ne semble pas opposé à cette proposition-là. Ça veut dire que la Ve République, on peut encore l'adapter au temps présent. C'est possible, ça? Une motion, un accord de non-censure? Oui, c'est possible. D'ailleurs, moi, je pense que c'est ce qui s'est passé en réalité là avec le Rassemblement national. On l'a pas eu là depuis 3 mois. Oui, pendant quelques mois, c'était un accord tacite de non-censure. Du Rassemblement national qui a dit on verra. Et bon, moi je pensais qu'ils attendraient un peu plus. Ils ont choisi de censurer sur ce 49.3. Mais c'est forcément précaire. Voilà la question. Mais ce sera précaire dans tous les cas. Peut-être que c'est justement l'occasion, enfin une fois dans la Ve République, de bâtir un accord très large, un accord de la gauche responsable jusqu'à la droite responsable. Parce que ça, c'est conforme à vos préférences idéologiques aussi. Non, mais exactement. Vous prenez vos exactement. Là... pardonnez-moi d'être une femme politique. Non, mais c'est sûr. Non, mais c'est elle n'apporte rien au débat. Non, parce que si on fait des mathématiques, permettez-moi, si on fait des mathématiques... Elle n'apporte rien au débat. Là, elle vient ramener ses idées, on s'en fout. Par contre, l'autre qui a amené l'idée d'empêcher une possible motion de censure, je savais pas que c'était possible. Ça, je savais pas que c'était possible. C'est hyper intéressant. Et lui, c'est un chroniqueur qui est régulier et il est tout le temps, il est pertinent à chaque fois. Mathématiques et comprendre de la gauche responsable jusqu'à la droite responsable, ça veut dire qu'on aurait pu aujourd'hui travailler avec les 66 c'est le macronisme ressuscité en fait. Et ben avec les 66. Est-ce qu'il y a une autre majorité? Avec les 66 députés PS, on aurait pu avancer et avec un accord donnant-donnant qui aurait été que le gouvernement s'engage à ne pas saisir le 49.3 et le Parlement, en l'occurrence cette majorité, s'engage à ne pas saisir de motion de censure. Et je pense que c'est cette stabilité-là, avec un vrai peut-être raison là-dessus aussi. République sociale et écologique. Est-ce que l'opinion veut ça? C'est pas sûr du tout, concrètement. Mais je crois que l'opinion, elle a envie que le pays tourne et elle a envie que... Complètement. Elle veut aussi à 60% la démission. Non, mais elle a complètement raison. Moi, ce que je veux, franchement... Voilà, de toute façon, je suis à moitié d'accord, à moitié pas d'accord avec tout le monde. Donc, bref, quand même à degré variable selon les partis, mais ça me regarde. Ça me regarde. Par contre, ce que je veux, c'est un système politique qui tourne quand même, les gars. Et c'est vrai que je suis plutôt d'accord avec elle de faire un accord, pas de 49.3, mais pas de mention de censure. L'objectif, c'est d'aller dans la direction de la démocratie. Enfin,
Moi, c'est ce que j'aimerais voir en tout cas. Est-ce que Macron, 63%. Est-ce que c'est pas, serait pas une... Oui, l'opinion publique veut une clarification. L'opinion publique veut surtout qu'on paye correctement, qu'on puisse correctement faire face à nos échéances et qu'on lutte contre les problèmes de pouvoir d'achat. Non, mais ça, encore une fois, ramène ses idées politiques. Bon. Non, moi, je parle pas d'idées politiques, je veux que le pays tourne, c'est tout. Arnaud Le Piloin. En raison de l'ombre portée de la présidentielle, j'ai peur que les partis politiques de la gauche que vous appelez responsables n'aient pas envie de collaborer avec. C'est pas ce que dit Jérôme Gage. C'est bien sûr. Au Parti Socialiste. Ça va dépendre des revendications. Au Parti Socialiste. Moi, j'ai entendu Marine Tondelier, Si les mecs qui restent bornés jusqu'au bout, ça sert à rien, tu vas dans le mur quand même. J'ai entendu le MoDem, j'ai entendu même François Bayrou, il y a même des gens à la droite. C'est dommage. Dommage parce qu'elle faisait une belle émission. Mais oui, et moi je crois beaucoup qu'on va peut-être enfin réussir à faire des compromis, certains, à avancer ensemble. Il y a beaucoup de chemin à parcourir. Certains de vos collègues, comme Emmanuel Nadel, n'ont pas souhaité, par exemple, que Bernard Cazeneuve soit Premier ministre et qu'il s'allie avec une partie des macronistes. C'est tout restant, c'est il y a quelques mois. Et tout d'un coup, on a l'impression que c'est la solution miracle. Mais parce que la vie politique va extrêmement vite et qu'aujourd'hui, l'accord entre la France Insoumise et le Rassemblement National met tout le monde face à ses responsabilités. On n'a plus du tout les mêmes discours à la tête du PS aujourd'hui que ce qu'il y avait il y a 3 mois. Et heureusement, ça veut dire que petit à petit, il y a une majorité responsable qui est en train d'émerger et c'est tant mieux. Le Parti Socialiste va être quand même très attaché à sa crédibilité à gauche. Il ne va pas laisser un espace à gauche trop large à des gens de Mélenchon. Voilà, sa crédibilité, me semble-t-il, c'est d'être responsable et ça n'est pas de courir après les insoumis. Non mais ça me semble vraiment un peu difficile de s'allier après la séquence où il y a eu un front républicain pour faire barrage au Rassemblement National avec les LR qui refusent de s'y associer, de s'allier avec les LR et les macronistes sur lesquels toute la campagne s'est faite pour dire maintenant. Si ce n'est que le Front républicain, ça a aussi été au bénéfice de certains macronistes et au bénéfice en particulier il y a eu des accords de désistement entre des insoumis et des macronistes. Donc ça veut quand même dire que. Il faut aussi être attentif au fait que cette alliance peut nourrir un discours UMPS de l'extrême droite aussi. Rémi Lefebvre, qui a été très clair. En gros, l'alliance des contraires, etc. Si Emmanuel Macron ne démissionne pas, qu'est-ce qui se passe d'ici Noël? D'ici Noël, je pense pas qu'il va démissionner d'ici Noël. De toute façon, là, on va repartir là, je pense que l'hypothèse sur laquelle on va travailler, c'est un Premier ministre socialiste avec une motion de non-censure. Il me semble, ça va être une des hypothèses. C'est une hypothèse que vous avez. À moins que ça soit Retailleau et qu'on reparte sur un autre gouvernement. Ce qui compte, c'est quel mandat on donne au Premier ministre, quel qu'il soit. Il faut donner un mandat de contrat de gouvernement. Donc aujourd'hui, maintenant, on a réponse à ce qu'ils disent. Ça a été François Bayrou du MoDem, donc en plein centre du spectre politique, qui a été élu Premier ministre. Et c'est tout récent. Donc on ne sait pas vraiment ce que ça va donner par la suite. Est-ce qu'eux vont appeler... Je crois qu'il y a la France Insoumise qui appelle à une motion de censure et c'est les seuls. Donc voilà. Encore une fois, je veux pas parler, je veux pas... Bon, c'est compliqué. De la gauche responsable à la droite responsable. Et il faut réussir à le construire, c'est pas gagné quand même. C'est vrai. Et si on va effectivement jusqu'à l'été prochain avec du bricolage en quelque sorte jusque-là, moi je crois que la solution, c'est pas des législatives et si ça marche pas, une présidentielle, parce qu'ils se retrouveraient avec ces 3 blocs dans la même situation. Si on veut vraiment revenir à ce régime présidentiel que j'exècre, à ce moment-là, il faut faire des élections après l'été et des élections législatives dans la foulée. On peut retrouver éventuellement. C'est la conclusion pour ce soir. À suivre. Merci à tous les 3 d'avoir exploré. Elle a eu du mal à finir l'émission, celle-là. Bon, écoutez les amis, on n'est pas sorti de l'auberge. Clairement, on n'est pas sorti de l'auberge. C'était intéressant quand même. Moi, j'ai appris pas mal de choses, notamment le fait que, en fait, c'est peut-être aussi une volonté du gouvernement en place, de Macron, de ne pas discuter avec les autres. Donc, voilà quoi. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Franchement, je suis vraiment... Je pensais à sortir des documentaires un peu plus inspirés, avec des pistes, des solutions possibles pour avoir une démocratie plus juste et plus écoutée des citoyens, de vous et moi. Mais... Pas convaincu. Dites-moi ce que vous en dites dans les commentaires, les amis. Là-dessus, je vous souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée. À la prochaine. Bye bye.